Bonjour à vous, fidèles internautes et abonnés de Implique Télévision. Nous vous remercions de nous donner la force de continuer à nous suivre à travers notre chaîne YouTube. Aujourd'hui, je reviens pour vous pour notre émission que nous appelons J'interroge l'actualité. Nous allons parler aujourd'hui de l'accord de paix des États-Unis, de Washington, que la République démocratique du Congo et le Rwanda s'apprêtent à signer cette semaine. Ça sera donc le 27 juin de cette année 2025. Nous allons signer, nous la République démocratique du Congo et le Rwanda, qui est notre voisin et agresseur, nous allons signer un accord de paix après les pourparlers qui ont été menés dans les jours précédents. Comme vous le savez, depuis le 18 juin de cette année, donc la semaine passée, c'était le mercredi passé, les experts de la République démocratique du Congo ainsi que les experts du Rwanda ont signé, ont paraphé cet accord de paix qu'ils ont travaillé pendant 3 jours de négociations avec la médiation des États-Unis, aussi, si je peux l'appeler comme ça, la supervision de l'État du Qatar. Et les points qui ont été évoqués lors de la déclaration qui a été faite par l'État, le département d'État américain, il s'agit dans cet accord des points d'engagement qui ont été pris ou convenus par les parties. Premièrement, il y aura ce que nous appelons le respect de l'intégrité territoriale. Ce respect de l'intégrité territoriale veut dire que la République démocratique du Congo, tout comme le Rwanda, ces deux pays, chacun gardera ses frontières intactes. Donc, la cartographie de la République démocratique du Congo ne sera donc pas redessinée comme certains le voulaient. Il n'y aura pas de balkanisation, aucun centimètre de notre pays ne sera cédé à l'adversaire. Ça, c'est la compréhension que nous pouvons avoir de ces premiers engagements. Le deuxième engagement, je vais essayer un peu de mélanger, parle de la cessation d'hostilité, des désengagements, mais aussi des désarmements. Qu'est-ce que cela sous-entend? Cela sous-entend qu'il ne doit plus avoir la guerre. La guerre doit s'arrêter. Il n'y aura plus d'affrontement entre les armées, ni l'armée congolaise, ni l'armée rwandaise, moins encore les groupes rebelles qui sont appuyés par les Rwandais, ne vont plus se battre. Le désengagement ne veut tout simplement dire que le retrait des troupes étrangères qui se trouvent sur notre sol. Le désarmement concerne plus les groupes rebelles qui ont pris des armes et qui se sont dit des Congolais, qui revendiquent des droits selon eux, qui revendiquent des droits, qui défendent leur communauté supposée être minoritaire. C'est ces gens-là qui ont pris des armes que l'on connaît. On connaît ces gens qui s'appellent des M23 AFC, ainsi que d'autres groupes rebelles qui opèrent dans l'Est de la République démocratique du Congo. Ils sont donc appelés à abandonner les armes à travers les désarmements. Et s'en suivra justement l'engagement de la réintégration ou l'intégration conditionnelle de ces mouvements rebelles, de ces miliciens qui sont mélangés. Pour le moment, je peux le dire comme ça, il faut les reconnaître. Ce ne sont pas seulement des Congolais. Il y a aussi des forces. Par exemple, nous avons des militaires rwandais qui combattent aux côtés des M23. Mais ceux qui sont les nôtres, ils vont être intégrés dans, peut-être que je ne sais pas, l'armée, les institutions, mais à une seule condition. Ça ne sera pas tout le monde qui va entrer. Quand on dit conditionnel, ça sera une ou plusieurs conditions qui vont s'imposer à ces gens-là pour revenir en fait soit dans l'armée, soit dans les institutions. Ça fait partie des engagements. Donc ce n'est pas vraiment le mixage, ce n'est pas vraiment les brassages, parce qu'il y aura ce qu'on peut appeler un filtrage en fait des éléments qui doivent réintégrer l'armée ou bien nos institutions. Et autre engagement serait le retour des déplacés. Nous sommes sans ignorer que des millions de personnes, des Congolais surtout, sont en déplacement en interne ou bien certains se sont réfugiés dans d'autres pays voisins. Ces gens-là sont appelés à regagner les pays et à retourner dans leurs villages, dans leurs localités qu'ils ont fui à cause des hostilités qui sévissent dans cette région ou dans cette partie de la RDC. Et il y a aussi un point à débat qui a été évoqué parmi les engagements pris dans le cadre de cet accord de paix de Washington. Il y a les cadres d'intégration économique et régionale.
Cela suppose que nous allons faire des affaires cette fois-ci avec les pays qui sont voisins. Et maintenant, on ne sait pas ça sera quelle sorte d'affaires. Ça fait couler beaucoup d'encre et de salive. Là, on ne va pas vraiment beaucoup parler là-dessus, mais il faut rappeler que beaucoup de gens continuent à réagir sur cet accord de paix. Il y a Denis Mukwege qui est un ancien candidat à la présidentielle. Nous le connaissons du prix Nobel de la paix, qui s'est exprimé à ce sujet. Pour lui, on ne peut pas avoir des coopérations économiques avec un pays qui nous a agressés. Pour lui-même, il propose que les Rwandais soient reconnus dans cet accord comme les principaux agresseurs de la République démocratique du Congo. Et il a également insisté sur la justice transitionnelle. Pour votre information, beaucoup d'entre vous le savent déjà, peut-être, la République démocratique du Congo avait accusé les Rwandais auprès des instances judiciaires internationales pour obtenir en fait justice sur tous les crimes, tous les massacres qui sont commis dans notre pays, précisément dans la partie orientale de notre pays, la partie est de la RDC. Pour Denis Mukwege, il faut donc que la justice soit faite. L'agresseur ne peut pas rester comme ça impuni, sinon ça sera une façon d'ascenser l'impunité. Mais là, il faut qu'on se le dise aussi que la République démocratique du Congo n'a pas abandonné cette idée de traduire les Rwandais devant les instances judiciaires internationales, puisqu'il y a une plainte qui a déjà été déposée à la CPI. On a vu les procureurs de la CPI qui étaient venus en RDC pour essayer de s'enquérir un peu plus de la situation. Les ministres de la Justice et d'autres ministres compétentes dans ces secteurs-là, ils vont en fait collecter et ils sont déjà en train de réunir les preuves accablantes que l'on doit déposer au niveau de la CPI pour qu'une instruction soit donnée et que les Rwandais soient jugés selon les dégâts qu'il a commis dans notre pays. Mais essayons un peu de revenir en arrière. L'inquiétude, c'est au niveau de savoir, est-ce que les Rwandais vont réellement respecter cette fois-ci l'accord de Washington, parce qu'on connaît le fonctionnement du président rwandais et de son régime. Si nous remontons l'année 2024, le Rwanda et la République démocratique du Congo étaient sur le point déjà de signer un accord de paix dans le cadre du processus de Luanda en Angola. Après un long marathon de négociations entre les deux pays en présence de l'Angola, le président rwandais, Paul Kagame, va chambouler cet accord au jour J de la signature de cet accord. Alors que la veille, les ministres des trois pays, les ministres des Affaires étrangères des trois pays, étaient déjà réunis pour essayer de baliser les chemins de la signature de cet accord. Le président congolais, Félix Tshisekedi, a fait le déplacement de Luanda pour signer cet accord et les respecter, les mettre déjà en pratique. Mais à la grande surprise, le président rwandais s'est absenté. La raison que le président rwandais a donnée, c'était que la République démocratique du Congo et ses groupes armés commencent d'abord par négocier et ensuite le Rwanda viendra signer. Mais c'était vraiment un motif qui ne cadrait pas, un motif qui n'était pas logique, puisque la République démocratique du Congo traitait déjà la question des échanges avec les groupes armés locaux au niveau du processus de Nairobi au Kenya. Mais le président rwandais, malheureusement, a sorti ses subterfuges pour essayer justement de brouiller les pistes comme il en a l'habitude de le faire. C'est ça vraiment notre inquiétude. Est-ce que cette fois-ci, le président rwandais et son régime vont-ils vraiment respecter l'accord de Washington? C'est là où beaucoup de personnes appellent les médiateurs, les Américains, mais aussi l'État de Qatar, de pouvoir mettre des garde-fous pour essayer justement de dissuader la partie qui va tenter de violer cet accord. Donc,